Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. On est en ligne aujourd'hui avec Yaël Ifra. Bonjour Yaël. Bonjour Antoine. Alors vous êtes ancienne conseillère parlementaire à la Knesset et vous êtes experte aussi sur les sujets économiques et sociaux. Entre le choc du 7 octobre finalement et puis les inquiétudes pour l'avenir, les Israéliens traversent une période très difficile où ils ne peuvent pas finalement totalement faire leur travail, j'allais dire, de réflexion et de résilience sur le 7 octobre parce que se présentent encore des perspectives angoissantes. Comment est-ce que vous vivez personnellement cette période, Yael Ifra? Vous avez très bien résumé la situation, Antoine. C'est exactement ça, la sidération, le choc et le caractère urgent de ce qu'on vit en Israël depuis 4 mois, tout juste aujourd'hui, sont tels que le travail de réflexion, d'analyse, de recul qu'on fait habituellement, bon, qui est déjà jamais très facile en Israël, hein, parce que c'est une société quand même toujours où on est très sur le qui-vive avec un niveau très élevé de news, de retournement. Ce travail-là, on n'arrive pas à le faire. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai été dans un état de vraiment de sidération pendant plusieurs semaines, tout en essayant de digérer un maximum d'informations, de comprendre. D'abord, je me souviens très bien que les premiers jours, j'ai pas du tout compris ce qui se passait. C'est-à-dire, j'ai, comme tous les Israéliens, j'étais devant ma télé, j'ai vu les choses se passer en temps réel. Bon, moi, je respecte le Shabbat, mais ce jour-là, eh ben, on a tous allumé la télé et on a tous regardé ce qui se passait. On voyait ce fameux, l'image qui me revient à chaque fois, c'est ce fameux faux journaliste que le Hamas avait envoyé au kibbutz Be'eri, je crois, et qui, soi-disant, faisait un reportage depuis le nouveau territoire conquis. On comprenait rien, on disait mais qu'est-ce que c'est? Mais qui sait? Derrière, on voyait bien qu'il y avait des types qui couraient, qui portaient des télés, des réfrigérateurs, qui étaient en moto. On n'avait aucune idée du massacre qui était en train de se produire. On ne le voyait pas. On entendait à la télé des gens qui appelaient au secours, les présentateurs, en leur disant au secours, je suis enfermé dans ma chambre forte, etc. Mais moi, ça m'est pas venu à l'esprit qu'il y avait un massacre qui était en train de se commettre. Je ne l'ai même pas imaginé, pour la bonne raison que j'étais persuadée que bah, l'armée, elle était là, où elle allait arriver. Donc ça a mis déjà plusieurs jours avant qu'on comprenne que l'armée n'était jamais venue, que les gens s'étaient fait massacrer. Que voilà, bon, moi j'ai une voisine dont le mari est un ancien commandant de l'équivalent du GIGN en Israël. Donc elle m'écrivait quand même pour me dire c'est catastrophique, il y a des centaines de morts, on peut même pas imaginer ce qui se passe. Et donc il y avait cette espèce de hiatus, quoi, de gouffre entre ce qui se passait et ce qu'on était capable de comprendre. Voilà. Donc ça c'est une première chose. Après, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, on a commencé à recevoir plus d'informations. Et là, j'ai eu un deuxième gap de compréhension de ce qui s'était passé. J'arrivais pas à comprendre comment le Hamas avait fait cette chose-là. Voilà. Parce que moi, j'habite en Israël depuis pas si longtemps, quand même 8 ans, et je m'étais fait une idée du Hamas. C'est un peu bizarre à dire, hein, comme ça, mais j'avais une idée. Je m'étais dit, bah, le Hamas, c'est comme ci, comme ça, on a des rounds de combat avec eux tous les ans, tous les 2 ans, tous les 6 mois. Ensuite, il y a l'Égypte qui vient, on fait un cessez-le-feu. Dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est montrer qu'ils sont les plus forts, nanana, nanana. Bon. Et donc, en fait, j'arrivais pas à comprendre. J'ai vraiment passé des semaines à essayer de lire sur le Hamas pour me dire mais comment c'est possible qu'ils aient fait ça? Bon voilà. Puis après, bah, je suis passée à la troisième phase, la phase de l'acceptation, hein. C'est comme les phases du deuil, hein. Donc j'ai accepté la situation, j'ai compris que c'était nouveau, que c'était ça qui s'était passé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est à ce moment-là qu'a surgi cette histoire des otages où c'est devenu très prégnant. Donc ça, je vous décris peut-être un cheminement psychologique qui a été partagé par d'autres Israéliens, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que, bon, alors, ça va très très mal. On est en guerre, ça va pas s'arrêter tout de suite. Deux, qu'est-ce qu'on fait pour cette histoire d'otage? Il y a 230, voilà, parce que ça, on les a vus, ces images-là, déjà le premier jour, des gens dans les motos de cette pauvre jeune fille, Nahama Levi, etc. Donc voilà. Donc en gros, je dirais qu'il y a eu plusieurs phases jusqu'au moment où, froidement, on en arrive au moment où on dit, ça va très mal, on est en guerre, les otages sont là-bas, on ne sait pas comment on va les récupérer. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, j'en suis comme tous les Israéliens. Du coup, ben, on vit au jour le jour. On attend de voir ce qui va se passer. Voilà, en gros, c'est à peu près ça. Avec des difficultés à effectivement élaborer, à comprendre. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a fait cette chaîne Mosaïque, pour essayer au moins de mettre des mots sur les situations, des éléments de compréhension, parce que cette histoire a forcément
des possibilités d'être comprises malgré tout, même si il faut respecter cet état de choc de l'opinion israélienne, évidemment. Est-ce que vous diriez que la période a modifié votre vision des choses? Alors, vous avez parlé du Hamas, vous avez intégré une dimension. Est-ce que vous avez le sentiment que par rapport à, disons, votre identité ou l'appartenance à ce pays, quelque chose s'est modifié? Non, pas du tout. Pas du tout. Et ni au contraire, ni plus, ni moins. Non, pas du tout. Je suis plutôt heureuse d'être ici plutôt qu'ailleurs. Bon, ça déjà, c'est une première chose parce que malgré tout, c'est le choix que j'ai fait de vivre en Israël et de participer au développement du pays, d'y être active, d'essayer d'y faire changer une certaine réalité économique ou sociale, de l'analyser. Donc non, voilà. Ma vision du pays n'a pas été modifiée parce que finalement, on a vécu un choc énorme, mais j'avais déjà compris, intégré à peu près comment fonctionne la société israélienne au moment de choc. Bon, puis on avait eu le corona, qui avait aussi été quand même un moment assez traumatique en Israël, vu la façon dont il a été géré. Et donc finalement, non, il n'y a pas quelque chose chez moi qui s'est modifié, ni dans mon rapport à la société, ni dans ma perception des Israéliens. Je dirais que les choses, de ce point de vue-là, se passent à peu près comme je les avais prévues ou comme je les avais escomptées. Oui. Mais alors, est-ce que quelque chose a changé alors dans la société, selon vous? Est-ce que les gens sont différents? On a parlé, par exemple, d'un retour à une forme d'identité juive qui était peut-être oubliée, recouverte par la dimension israélienne de sensation, malgré tout, d'être installé sur une terre de manière assez solide. Non, je pense que ça s'est fait jour, se sont fait jour des différences très importantes qui existent à l'intérieur de la société israélienne d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle est devenue cette société dans les 20 dernières années, je dirais, à peu près depuis l'arrivée de Binyamin Netanyahou au pouvoir et l'accession d'Israël au club des pays riches et puissants. Je dirais que c'est plutôt ça qu'on a vu. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y a 2 Israël qui cohabitent l'un à côté de l'autre et on les voit tous les jours. Donc c'est l'Israël qui a été enlevé, assassiné dans les kibbutzim de la frontière, qui sont tous des kibbutz de gauche, des kibbutz qui militaient pour la paix. Les 2 kibboutz religieux, Saad et Aloumim, qui sont aussi dans la région qu'on appelle l'enveloppe de Gaza, hein. Aujourd'hui, on appelle ça le Negev occidental. Ce sont plutôt des kibboutz de gauche, hein. Donc, c'est cet Israël qui a construit le pays, dont on disait qu'il fallait cultiver la terre jusqu'au dernier sillon, hein. C'est une expression sioniste pour dire que jusqu'à la frontière, on cultive, on prend possession, on occupe la terre. Et c'est cet Israël-là qui a été atteint. Et en fait, c'est un autre Israël qui vient s'exprimer aujourd'hui à côté du Premier ministre ou du moins dans la partie de l'opinion, la frange de l'opinion qui s'oppose au deal d'otages, etc., qui est effectivement un Israël messianique, religieux, traditionnaliste, plutôt des villes. Qui vient il y a quelque chose qui vient s'entrechoquer, mais c'est exactement les 2 populations qui s'affrontaient déjà il y a 6 mois à Tel Aviv et à Jérusalem, hein. C'est les mêmes, sauf que ces événements sont venus mettre en exergue encore plus les différences. Donc Alors, c'est plutôt ça qu'on voit. On voit quelque chose qui s'aiguise très clairement à travers cette guerre. alors, effectivement, on avait plutôt l'impression, on entendait plutôt de dire l'idée que le peuple s'était réunifié, qu'il y avait malgré tout un dépassement de cette division. Votre constat à vous n'est pas celui-là, apparemment. Non, il y a eu un moment de consensus national, évidemment, au moment du choc. C'est évident qu'il y a eu un moment de consensus national, mais il a duré encore moins que ce que je pensais. Il a duré, je sais pas, peut-être même pas un mois. Donc, bien sûr qu'il y a eu cette solidarité, et puis tous les soldats se sont présentés, et puis tout le monde a aidé, et tout le monde leur préparait à manger, et tout le monde accueillait des réfugiés, parce qu'il y a quand même en Israël presque 200 000 personnes, hein, qui sont déplacés, qui ont quitté leur maison et on ne sait pas quand ils vont y retourner. Donc oui, cette solidarité nationale, elle existe toujours, hein. Je veux dire, elle existe, mais ça ne suffit pas du tout à unifier le peuple ou les citoyens d'Israël, justement. Il y en a qui disent le peuple et d'autres qui disent les citoyens. C'est bien aussi une différence autour de qu'est-ce qu'on veut, quelle est la vision, vers quel Israël on veut aller.
Est-ce qu'on veut aller vers un Israël qui va trouver sa place au milieu des nations et qui va faire la paix au titre avec des renonciations et des sacrifices, ou est-ce qu'on veut aller vers un Israël qui va augmenter sa puissance militaire, écraser le Hamas selon l'expression du Premier ministre et imposer un État juif triomphant entre guillemets à la fin de la guerre. Et c'est ça qui est en train de se jouer aujourd'hui, hein. Mais cette vision que vous avez donc de gauche, on va dire laïque, est-ce qu'elle n'a pas été tout de même ébranlée par cette attaque du Hamas précisément pour montrer que ce n'était pas si évident avec une certaine forme d'ennemi d'aller vers la paix ou d'avoir une position, disons, plus ouverte vis-à-vis des Palestiniens qui étaient dans cette mouvance-là? Est-ce que ça ne remet pas en cause certains Alors, schémas, certains logiciels à gauche, d'ailleurs comme à droite, puisque la droite était au pouvoir? la gauche sioniste en Israël, je vais pas dire qu'elle est morte et enterrée, mais enfin bon, je veux dire, le parti Meretz n'a pas passé le seuil d'inéligibilité, le parti Avoda est donné perdant dans tous les sondages. Il n'y a plus vraiment de gauche politique en Israël. Moi, on parlait des kibbutz. Ces kibbutz, c'était justement un peu ce qui restait, puisque du simple fait d'être situés là où ils sont situés et d'avoir été fondés avec l'idéologie qui les a fondés, ils étaient une sorte de tête de flèche, de tête de pont de cette idéologie disparue. Je veux dire, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, quand on en parle, c'est une utopie passée. Ça ne veut pas dire qu'au quotidien, on ne peut pas la vivre dans un kibbutz, mais sachez que 90% des kibbutz israéliens ont été privatisés entièrement. C'est plus du tout des endroits communautaires. Donc, s'il y avait quelque chose de différent, c'était dans l'idée de vivre près des Palestiniens de Gaza, et de ne pas les considérer forcément comme une menace mortelle et d'essayer de les aider, de les amener à être soignés dans des hôpitaux, de les faire travailler, etc. Donc ça, c'était cette vision-là qui a été mise à mal, très mise à mal, parce que aujourd'hui, on voit beaucoup dans les médias français, américains, enfin bon, il y a quand même une bien-pensance très sympathique qui consiste à dire que ce qui est très très beau, c'est de continuer à prôner la paix malgré ce qui s'est passé, etc. Et il y a encore des gens, bien entendu, qui sont là pour tenir ce discours, et c'est important qu'il y en ait. Mais dans la réalité des choses, les gens qui ont été massacrés et qui étaient aussi des employeurs d'ouvriers palestiniens gazaouis ont découvert que les ouvriers qui les avaient employés les avaient espionnés, avaient fait des plans détaillés des kibboutz, du nombre d'enfants qu'il y avait dans chaque classe, avaient indiqué par où il fallait rentrer pour enlever les 10 enfants. Ça glace quand même un peu le sang quand on pense que c'est des gens qui étaient peut-être le jardinier de l'école. Donc bien sûr que là-bas c'est une dictature, etc. Mais enfin, il n'en reste pas moins. C'est quand même ces gens-là et pas d'autres. Donc l'angélisme, c'est toujours sympa, mais toujours difficile pour des gens comme ça de se dire comment on va retourner, quelle relation on va avoir. Et on refuse de considérer les gens comme un bloc, et on fait la différence entre le régime et la population civile, etc. Mais quand c'était au quotidien, ces personnes-là, c'était pas la direction du Hamas qui venait travailler dans les champs. C'était ces gens-là. Donc oui, ça met à mal. Moi, je pense que ça met à mal. Et d'ailleurs, à un moment donné, je travaille avec des journalistes du service public, et on avait été interrogé quelqu'un qui était spécialiste de la sécurité d'un des kibbutz du sud d'Israël, donc enfin responsable de la sécurité. Et donc, il nous avait raconté avec beaucoup de peine qu'il y avait des gens de Gaza qu'il aimait beaucoup, qu'il avait aidés, donc il savait qu'ils étaient en difficulté financière, et il a dit, sachez que j'ai même pas reçu un message, même pas un SMS, même pas est-ce que vous êtes toujours vivant. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Justement, quand même, ce que vous dites là semble un peu paradoxal, puisque on a le sentiment que rien n'a vraiment bougé. Or, en fait, il y a tout un pan, malgré tout, de la vision, par exemple, sur l'histoire de la paix, par exemple, avec les Palestiniens, notamment le Hamas aussi, qui est tombé, qui s'est effondré, comme vous venez de le dire. Est-ce que ça ne rapproche pas, malgré tout, les opinions, ça ne recentre pas, on va dire, le débat politique en effaçant un peu cette grande division qu'il y avait avant. Je repose ma question. Parce que j'ai le sentiment Oui, que mais alors, voilà. non, mais je comprends ce que vous dites, Antoine, mais c'est pas paradoxal parce que vous parlez de deux dimensions complètement séparées. Vous parlez d'une part des gens et de leur vie quotidienne ou de leur perception du Hamas comme étant une menace existentielle et des Palestiniens de Gaza comme étant ou non des gens avec qui on pourrait faire la paix.
Et l'autre plan, qui est le plan de la réelle à israélienne, telle qu'elle a été menée, bah, c'est pas comme si on nous avait demandé notre avis pour verser tous les mois 30 millions de dollars au Hamas. Enfin, je veux dire, c'est une politique qui a été menée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou dans le but d'affaiblir l'autorité palestinienne et de renforcer le Hamas pour servir son but politique qui est qu'il n'y ait jamais d'État palestinien. Le Hamas a été renforcé, ben, je veux dire, sans que, enfin, vous voyez, les citoyens de Sderot qui prenaient des roquettes sur la tête, eux, tout ce qui les intéressait, c'était qu'on leur tire pas de roquettes sur la tête. Donc, à la limite, quand le Premier ministre venait et leur disait, il faut qu'on paye le Hamas pour avoir la paix, comme ça on vous tirera plus dessus, bon ben voilà, ils se disaient pourquoi pas. Enfin, je veux dire, c'est pas aux citoyens de juger de ça. Et donc, c'est pas, enfin, ce que je veux dire, c'est que l'opinion que chacun a de la vision, de la possibilité d'une paix, n'est pas justement liée à la politique qui est menée en temps réel par un gouvernement pour obtenir des résultats à court terme. Donc c'est pour ça que c'est pas paradoxal en fait. Qu'est-ce que ça va donner sur le plan politique, Yael Ifra, cet événement-là? Bon, difficile de le dire, évidemment, parce que les élections sont encore sans doute assez lointaines. Mais qu'est-ce qui va se modifier dans l'ensemble de l'échiquier politique? Qu'est-ce qui va sortir? Quelque chose de nouveau peut-être? Alors, on n'en sait rien parce que deux événements se sont juxtaposés l'un à l'autre dans la vie politique israélienne sur la dernière année. C'est évidemment le mouvement de protestation contre la réforme judiciaire, donc qui a donné lieu à deux puissants mouvements extrêmement populaires, donc mouvement évidemment de protestation populaire, des centaines de milliers de personnes dans les rues pendant 40 semaines ou 42 semaines d'affilée, avec l'émergence d'une part du mouvement des soldats réservistes, hein, qu'on appelle frères d'armes, mené par Eyal Navé, extrêmement populaire, utilisant la menace de ne pas se présenter au service de réserve comme une menace politique, et d'autre part le mouvement qui était mené par Chikma Bressler, donc le mouvement de protestation politique qui visait juste à faire partir Netanyahou, qui était la suite du mouvement Balfour. Donc ça, c'est le premier événement. Et sur cet événement-là est venue se juxtaposer l'attaque du Hamas, qui a montré euh, une série de failles, de défaillances, de manquements, d'erreurs de jugement, mais phénoménales de la part de tout l'establishment de sécurité, suivi en cela par tout l'échelon politique, hein, puisque c'était vraiment le consensus, il n'y avait personne qui disait le contraire. Donc ça montre quand même une incapacité des politiques à comprendre la réalité sécuritaire et politique et géopolitique autour de nous, c'est quand même très angoissant. Et donc, en fait, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que oui, je pense qu'il y a une décomposition, recomposition. Très probablement, un nouveau parti va émerger quand on aura des élections, qui sera basé sur le mouvement de protestation, qui est également devenu le mouvement qui demande des comptes, entre guillemets, et qui a gagné beaucoup de crédibilité par le fait que donc c'est les fameux soldats réservistes qui sont en train de se battre depuis des mois, pas rentrer chez eux depuis des mois, etc. Donc ça, c'est possible. Ensuite, le Likoud a probablement terminé son chemin politique pour de longues années en tant que parti au pouvoir, un parti au pouvoir depuis 40 ans. Quasiment, Netanyahou l'a mené à sa perte et il aura beaucoup de mal à se remettre, d'autant plus que l'attitude des députés du Likoud actuel est absolument, enfin on va dire, on n'arrive même pas à trouver 3 ou 4 députés qui critiquent Netanyahou à l'intérieur du Likoud. La gauche historique est morte, c'est certain. Donc il ne reste plus de parti travailliste hein, qui a quand même fondé, dirigé le pays pendant tant d'années. Le parti Meretz aussi en décomposition. Donc là, on compte beaucoup sur Yair Golan, encore un général, encore un homme providentiel qui s'est battu très courageusement le 7 octobre et qui aujourd'hui rassemble un peu autour de lui la gauche sioniste laïque. Et on aura probablement un espèce de pivot qui sera Benny Gantz avec son camp national pas très enthousiasmant, mais solide, qui a des principes, avec Eisenkot qui est devenu un très gros atout. Donc en gros, je pense Gantz va se décaler vers la droite et va prendre entre guillemets la place du Likoud, mais de façon plus modérée, évidemment, plus pragmatique, etc. Au centre, on aura ce parti du mouvement de protestation, et à gauche, on aura Yair Golan. Moi, je vois 3 grands blocs. À voir ce que vont faire évidemment les partis arabes, hein, c'est 20% de la population, et Mansour Abbas, qui a fait une révolution en Israël en acceptant de rentrer dans un gouvernement d'union nationale et qui a très bien servi sa partie. Donc, à voir.
Alors, deux questions qui sont des surprises, des étonnements finalement. D'abord, cette faillite sécuritaire dont vous parliez du 7 octobre, qui est quand même extrêmement partagée, on va dire, par l'ensemble de ce que vous appelez l'establishment, de la classe politique et sécuritaire du pays. On a invoqué cette fameuse conceptia. Est-ce que vous comprenez, finalement, on peut dire aussi que la plupart des citoyens vivaient dans ce bain aussi, malgré tout, de ce sentiment un peu de sécurité ou de supériorité. Comment vous l'expliquez, cet aveuglement qu'on peut quand même relativement globaliser par rapport à la société israélienne, puisque, à part quelques exceptions, personne ne s'était dressé, malgré quelques lanceurs d'alerte, pour dire le contraire, pour alerter. Bah, il y a plein d'éléments, mais bon, d'une part, on peut commencer par dire que la stratégie militaire du Hamas a été brillante, hein, extrêmement intelligente, très sophistiquée, un niveau de tromperie qui a été quand même très élevé, une incapacité d'Israël, une armée très puissante, très moderne, très bien équipée, à comprendre que on peut être battu par un mouvement qui se bat avec des méthodes de guérilla et de terrorisme, donc une façon de sous-estimer. Et puis, le fait de se reposer de façon extrêmement lourde sur la technologie et de penser que la technologie peut remplacer la main-d'œuvre, enfin les forces armées. Donc cette histoire de barrière dont on veut même pas reparler tellement elle est scandaleuse. Enfin, je veux dire, un obstacle qui a été construit, qui a coûté 1 milliard de shekels, 4 milliards de shekels, pardon, 1 milliard d'euros, qui était censé nous protéger contre toutes les menaces et qui a été abattu par des simples bulldozers. Hein, donc voilà, les services de renseignement qui n'ont pas fait leur travail comme il le fallait. Et comme vous le dites, la conceptia, c'est-à-dire ce qu'on appelle en Israël la conceptia, c'est l'idée comme quoi on a une doctrine. Cette doctrine est basée sur un renseignement très solide parce que personne ne connaît l'ennemi comme nous. On a des unités de renseignement hyper sophistiquées. On écoute tout ce qu'ils disent, on sait tout ce qu'ils disent. Et on a adapté notre doctrine de la force, enfin oui, de la force, en conséquence. Et donc, on ne peut pas être surpris. Et de toute façon, s'il se passe quelque chose, on le saura bien à l'avance. Sauf que on savait très bien qu'un mouvement comme le Hamas, c'est un mouvement qui est très très peu infiltré, hein, contrairement au Hezbollah, où Israël a énormément d'informateurs. Le Hamas, c'est un mouvement très idéologique, c'est beaucoup plus difficile à infiltrer. Le peu d'informateurs qu'il y avait n'ont pas été écoutés. Israël a choisi délibérément d'ignorer le fait que les tunnels du Hamas représenteraient une menace énorme en cas d'incursion parce qu'il pensait qu'il n'aurait plus jamais à rentrer à Gaza. Et effectivement, l'obstacle, la fameuse barrière de sécurité est creusée tellement profond qu'il n'y a plus jamais aucun tunnel d'entrée en Israël qui a été creusé. Donc cette menace-là a été écartée. Et donc il s'était dit, si on rentre, bon, puis il y avait la peur de rentrer. Il y a toujours l'idée qu'on peut toujours gagner toutes les guerres par la voie aérienne, par l'armée de l'air. Et donc effectivement, c'est tout un ensemble de préjugés. Et puis aussi, hein, il faut le dire, hein, d'arrogance, d'être certain d'avoir raison, qui se sont entassés les uns sur les autres, et puis la coupure du terrain. Bon, ça, comme on l'a vu avec l'histoire des guetteuses, hein, les fameuses guetteuses qui n'ont cessé d'alerter en disant attention, on voit ce qui se passe, c'est pas normal. Enfin, après, par la suite, c'est seulement par la suite qu'on a découvert que les entraînements avaient été filmés, que les hommes du Hamas avaient construit des répliques de tanks, qui s'étaient entraînés à prendre des kibbutz, tout ça devant les caméras, on les a vus, les vidéos, et qu'à chaque fois que quelqu'un a soulevé ça, ça a été balayé sur le thème oui, mais c'est un exercice, ils ne le mettront jamais à exécution. D'ailleurs, la doctrine militaire la plus récente disait que le Hamas était capable de mettre en œuvre une opération avec 2 ou 3 points de rentrée en Israël et 70 terroristes. Voilà, donc on a eu 80 points et 3000 terroristes. Il y a aussi une autre question qui peut étonner, c'est l'attitude des Arabes israéliens finalement, alors qu'on a vu malgré tout dans le monde arabe en général un large soutien au Hamas malgré tout, même si pas forcément explicite, mais enfin en tout cas il était là. Chez les Arabes israéliens, il y a quelque chose de notable malgré tout, c'est qu'ils ont participé en partie à ce drame national à leur façon. Comment vous voyez la chose? Bah, vous l'avez très bien dit, les Arabes israéliens sont arabes et ils sont aussi israéliens. C'est la fin d'un processus d'israélisation des Palestiniens d'Israël qui ont décidé de rester habités, de partager leur destin
pas comme les Druzes, hein, mais partageaient leur destin avec les Israéliens. C'est le fait que malgré la discrimination, malgré des sous-budgets, des sous-budgétisations de certains secteurs, les Arabes israéliens ont accédé quand même une grande partie à une classe moyenne, voire une classe moyenne supérieure, dans laquelle leurs conditions de vie sont évidemment bien supérieures à celles qu'ils auraient s'ils étaient en Cisjordanie, en Jordanie, en Syrie ou en Égypte. C'est aussi le fait que la société israélienne, avec tous ses défauts, a quand même été capable de mettre en place quelque chose d'une identité israélienne commune à travers des aspects culturels, à travers des aspects de culinaires, à travers, vous voyez, je veux dire, le plat préféré des Israéliens, comme en France, le plat préféré des Français, c'est le couscous. En Israël, bah, tout le monde mange du houmous, du knafé. C'est pas de l'appropriation culturelle, c'est plutôt un partage. Et puis, il y a aussi l'idée que les gens se côtoient malgré tout. Enfin, je veux dire, on vit ensemble. Hein, 40% des pharmaciens sont des Arabes israéliens, énormément de médecins, beaucoup de personnes dans les secteurs sociaux. Donc, forcément, la santé est particulièrement importante parce que c'est vraiment cet endroit qu'on fréquente tous ensemble et dans lequel on soigne. Donc, on fait le bien. Et donc là, vraiment, on se rend compte qu'il y a ça. Et puis Mansour Abbas, qui a un parti qui est à la fois islamique, d'accord, donc Mansour Abbas lui-même est un imam, donc un parti extrêmement traditionnaliste, hein, au point de vue des mœurs, etc., mais qui dit ouvertement qu'il est un arabe de nationalité israélienne, qu'il comprend que l'État d'Israël restera un État à majorité juive, il n'a pas de problème à y vivre, il veut juste être correctement budgété, que les écoles des Arabes israéliens reçoivent autant de budget, que les routes soient pavées, qu'il y ait des gares, que les infrastructures suivent. Et à ce moment-là, bah, il a créé, de par sa simple attitude et par son courage politique, une, un horizon du vivre ensemble. Et puis, je vous rappelle que bah, lors du 7 octobre, il y a eu des victimes et puis des otages qui étaient des citoyens arabes israéliens, en particulier des Bédouins, et que on s'est battu pour qu'ils reviennent, comme pour tous les autres. Dernière question, il y a Elifra, je disais tout à l'heure, vous êtes spécialiste des questions économiques. Alors, comment se porte l'économie israélienne par ces temps de guerre? Quelles sont les perspectives aussi? Ouais. Alors, c'est très compliqué parce que je vais le faire assez rapidement, mais l'économie israélienne, elle est particulièrement résiliente. Elle est résiliente, elle se remet très vite de chocs très violents. Pourquoi? Parce que tout simplement, la population est très jeune, les gens travaillent beaucoup, on a une capacité à être optimiste, à se relever, à ne pas se laisser abattre. Les Israéliens aiment vivre, ils aiment sortir, ils aiment faire la fête, ils aiment voyager. Et donc, l'économie, de manière générale, est beaucoup soutenue par la consommation des ménages, mais aussi par la quantité de travail, et puis par la high-tech, par l'innovation, qui est issue souvent de l'armée. Donc, tout ça, c'est des bases, ça crée des bases économiques très, très fortes. Et on a toujours des bonnes données, les pays est peu endetté, voilà. Donc ça, c'est une première chose. Le problème qui est en train de se poser aujourd'hui, qui est plutôt un problème politico-économique qu'un problème économique net, c'est la gestion par le gouvernement de l'économie israélienne depuis le début de la guerre, et en particulier la personnalité extrêmement problématique du ministre des Finances, Bezalel Smotrich. Bezalel Smotrich est donc le représentant du secteur des habitants des implantations, hein, qu'on appelle aussi dans d'autres acceptions les colons. Donc, un leader de type sectoriel, messianique, qui ne connaît rien à l'économie, qui a obtenu ce poste parce que tout le gouvernement actuel est un gouvernement de chantage national, donc un gouvernement qui a été monté par Netanyahou uniquement avec les personnes qui étaient d'accord de siéger avec lui au gouvernement, donc ultra-orthodoxe, extrême droite, droite messianique. Et donc, il voulait le ministère de la Défense. Enfin, ça aurait été juste, on peut même pas imaginer ce que ça aurait été. Donc, on lui a donné le ministère des Finances, qui est un poste énorme, hein, donc un très gros ministère. Et depuis qu'il y est, eh bien, ça ne l'intéresse pas. Et il a placé des hommes à lui. Il mène une politique sectorielle. Binyamin Netanyahou, qui est étranglé par sa coalition, a choisi de ne faire quasiment aucun aménagement budgétaire, alors que la guerre a déjà coûté des dizaines de milliards de shekels. On continue à arroser les ultra-orthodoxes, à arroser donc ce secteur national, ce qu'on appelle le sionisme religieux. Et les choix économiques et budgétaires qui sont en train d'être faits par Israël sont proprement
catastrophique sans qu'on en voit encore les conséquences, parce que ça prend toujours du temps. Les agences de notation ne vous dégradent pas votre note en 2 mois, mais elles vont finir par la dégrader. On a des problèmes sur la high-tech aussi. Les coupes, des coupes claires qui vont être faites dans les budgets sociaux, les 200 000 personnes déplacées qu'il va falloir réinstaller, tout ça, ça va coûter beaucoup d'argent, ça va être de l'endettement. Tout ça va coûter très cher en termes économiques. On ne s'en rend pas compte au jour d'aujourd'hui, mais on a un gouvernement qui a choisi de se conduire économiquement de façon tout à fait irresponsable. C'est proprement stupéfiant de voir que le pays est en guerre, que 300 000 personnes ont été mobilisées, qu'il faut payer ses réservistes, que la guerre coûte très cher, qu'on attend le package d'aide américain, que l'armée réclame encore et toujours plus de budget, et que le gouvernement n'a tout simplement pas été capable de réorganiser les priorités du pays. Donc là, l'économie risque de prendre un coup l'année prochaine. D'ailleurs, le déficit a beaucoup augmenté. Et Israël, c'est un pays qui marche sur la confiance. On n'est pas la France, on ne fait pas partie de l'Union européenne, on n'est pas les États-Unis, contrairement à ce que beaucoup de gens ici ont l'air de penser. Et donc, quand les marchés n'ont plus confiance, et s'ils voient qu'il y a un risque que soit la dette souveraine soit augmente, soit que la high-tech soit impactée, eh bien tout de suite ça va dégringoler, ça dégringole très vite. Alors oui, on se remettra peut-être vite après, mais je pense qu'on est véritablement dans un moment, on est à un croisement pour ce qui est de l'économie, euh, et on ne peut pas compter sur nos bonnes données pour que ça s'arrange tout seul. Une toute dernière question, Yannick Frappé. Vous allez parler de la droite messianique avec cette expression sur le messianisme finalement. Euh, Est-ce que cette idée messianique, c'est-à-dire d'un monde pacifié finalement, n'est pas une idée juive à défendre aussi? Oui, alors quand on dit la droite messianique, là c'est pas la même, hein. C'est plutôt la droite de la guerre sainte, hein. C'est pas la droite de la paix, hein. La vision messianique des temps, c'est d'abord la guerre, ensuite il y aura la paix. Donc pour l'instant on n'en est pas du tout là. Non, évidemment, malheureusement c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. C'est une droite dure, très extrême, qui défend des idées de supériorité ethnique, vous voyez bien hein, le colloque, enfin le colloque, le rassemblement qui a eu lieu il y a 10 jours pour le retour à Gaza, donc c'est le Grand Israël. Voilà. Malheureusement, on voudrait bien que cette vision messianique soit celle de la paix et des gens et des gens qui sont capables de vivre ensemble, mais il ne faut rien attendre de ce point de vue-là. Auprès de Bezalel Smotrich. Cela étant, je terminerai là-dessus. Oui, vous avez raison. Quand on va rebattre les cartes politiques, je pense qu'Israël n'aura pas le choix que de se recréer un horizon. On ne peut pas vivre dans ce tunnel étouffant. Et je dis tunnel à dessein parce que les tunnels sont tellement présents dans notre vie. Vous ne pouvez pas savoir, Antoine, on ne parle que de ça. C'est les tunnels du Hamas, c'est les tunnels dans lesquels on imagine nos otages. C'est toute cette ville souterraine sous Gaza qui nous menace. C'est cette noirceur et cette obscurité. Et oui, il faut recréer un au-dessus, quoi, hein. Il faut recréer un ciel, il faut recréer un moment où on peut regarder vers l'avant, élever nos enfants et leur dire que c'est pas ça la réalité et qu'il y aura dans plusieurs dizaines d'années. Oui, aujourd'hui c'est la guerre, c'est vrai, mais ça sera pas toujours la guerre et on attend le leader visionnaire, le leader réel qui sera courageux, qui viendra en Israël, qui dira les choses qu'il faut dire et qui aidera tout le pays et tous ses citoyens à reprendre leur souffle, à respirer un grand coup et à regarder vers l'avant. Moi, j'y crois, hein, mais voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yael Ifra, d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous pour votre attention. Évidemment, vous pouvez nous laisser des commentaires positifs, des observations aussi, mais toujours, s'il vous plaît, argumenter. Notre objectif, c'est en effet d'alimenter la réflexion, le débat dans un temps où l'émotion, l'opinion peuvent parfois dominer excessivement. Merci aussi. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le lien qui va suivre cette vidéo. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.